Depuis les premières civilisations, le pouvoir a toujours été une affaire de sang, héritier d'un monde où la légitimité politique passait avant tout par les liens du sang. Les rois, les reines et les princes considéraient le mariage non pas comme une affaire sentimentale, mais comme un acte profondément politique. Dans ce contexte, l'union entre proches parents ne représentait ni une faute morale, ni une anomalie inquiétante. Elle était au contraire un choix réfléchi, presque une stratégie vitale pour préserver l'intégrité de la dynastie. Le mariage entre cousins, entre oncles et nièces, voire entre frères et sœurs dans certaines cultures, visait un seul objectif: empêcher que le pouvoir ne s'effrite, que les terres ne se dispersent, que le droit à régner ne se dilue au contact de lignées étrangères. Le sang royal n'était pas un symbole abstrait, il était perçu comme un capital politique tangible. L'idée dominante était limpide: pour régner solidement, il fallait se préserver du monde extérieur. Ne rien céder ni au hasard des alliances, ni aux tentations de l'exogamie. Pourtant, en se repliant ainsi sur eux-mêmes, les souverains de jadis posaient les bases de leur propre fragilisation. Ce que les anciens ignoraient, et que la science moderne a mis en lumière, c'est que cette volonté de pureté avait un prix invisible, celui de la santé génétique. Lorsque deux individus étroitement liés s'unissent, ils augmentent considérablement la probabilité que des mutations récessives, jusque-là inoffensives, s'expriment brutalement. Les maladies génétiques graves, les malformations, les troubles mentaux ou encore les problèmes de fertilité peuvent alors surgir au cœur des lignées les plus prestigieuses. À l'époque, de telles anomalies étaient rarement comprises pour ce qu'elles étaient. On les expliquait par la colère des dieux, par des malédictions mystérieuses, par l'influence néfaste de la magie ou de l'ennemi. Jamais ou presque jamais les souverains ou leurs conseillers ne remettaient en cause l'organisation même du système dynastique qui leur paraissait naturel et nécessaire. Ce paradoxe est saisissant. En cherchant à se protéger du monde, les dynasties royales ont souvent creusé leur propre tombeau biologique. La pureté recherchée à tout prix devenait le vecteur même de la dégénérescence, imperceptible d'abord, mais inévitable à mesure que les générations se succédaient sans apport de sang nouveau. Aujourd'hui, grâce aux avancées de la génétique, nous savons que la diversité est une force biologique et que le brassage génétique est la meilleure arme contre les fragilités héréditaires. Mais pour les souverains d'autrefois, le sang royal n'était pas une donnée scientifique, c'était un symbole de pouvoir, un gage d'éternité. Ils ne pouvaient soupçonner que derrière chaque union trop proche, chaque mariage consanguin, se dissimulait un piège silencieux qui finirait parfois par engloutir leur trône. La consanguinité est un phénomène simple dans sa définition, mais redoutable dans ses effets. Elle désigne la reproduction entre individus qui partagent des ancêtres communs récents. Plus le lien de parenté est proche, plus le coefficient de consanguinité est élevé, traduisant la part de patrimoine génétique identique entre les deux partenaires. Ainsi, deux cousins germains partagent environ 6,25% de leur matériel génétique. Entre un frère et une sœur, ce chiffre bondit à 25%. Mais au-delà des chiffres, c'est un mécanisme biologique silencieux qui se met en place. Dans toute population, humaine ou animale, chacun de nous porte des mutations génétiques récessives. Ces mutations sont généralement inoffensives lorsqu'elles sont présentes sur un seul des deux chromosomes. Elles ne s'expriment pleinement que lorsque l'enfant hérite de deux copies du même gène muté, une de chaque parent. C'est là que la consanguinité devient dangereuse. En réduisant la diversité génétique, elle augmente massivement la probabilité que deux porteurs sains transmettent à leur descendance une mutation identique. Le risque n'est pas théorique, il est tangible, et les conséquences peuvent être dramatiques: malformations physiques, déficiences immunitaires, maladies dégénératives ou bien des troubles cognitifs profonds. Dans l'histoire royale européenne, peu d'exemples sont aussi emblématiques que celui de Charles II d'Espagne. Né en 1661, Charles accumulait dans son patrimoine génétique les erreurs de générations entières de mariages consanguins. Son coefficient de consanguinité dépassait 25%, un record pour un roi régnant. Le résultat fut tragique: une mâchoire proéminente l'empêchant de parler et de manger normalement, une fragilité extrême, des accès de faiblesse physique constants et une stérilité incurable.
Charles II ne fut pas seulement un roi faible, il incarna la dégénérescence biologique d'une dynastie tout entière. Mais les Habsbourg d'Espagne ne furent pas les seuls à payer le prix du sang pur. Dans la famille royale britannique, par exemple, la transmission du gène de l'hémophilie par la reine Victoria illustre une autre facette du même phénomène. Bien que les mariages entre cousins y aient été moins extrêmes, la répétition d'alliances proches permit à une mutation mortelle, affectant la coagulation du sang, de se propager à travers plusieurs cours européennes, fragilisant notamment la dynastie Romanov en Russie. Même dans le règne animal, les effets de la consanguinité sont observés avec une brutalité saisissante. Chez les guépards, dont la population a frôlé l'extinction, la faible diversité génétique engendre aujourd'hui des malformations cardiaques, des faiblesses immunitaires et une sensibilité extrême aux maladies infectieuses. La leçon est universelle. Sans brassage génétique, la nature s'enlise, s'affaiblit et s'effondre lentement. Dans les sociétés anciennes, bien sûr, ces mécanismes étaient totalement ignorés. Quand un héritier naissait malade, difforme ou incapable de régner, les explications avancées étaient religieuses ou mystiques. Malédiction, punition divine, emprise démoniaque. Jamais, ou presque jamais, le lien avec la pratique même du mariage entre proches n'était établi. Aujourd'hui, grâce aux avancées de la médecine génétique, nous comprenons mieux cette mécanique invisible. Et nous savons que la tentation de préserver une lignée à tout prix, en refusant l'altérité, conduit inévitablement à l'accumulation silencieuse des failles jusqu'à l'effondrement. Bien avant que les dynasties européennes ne s'enferment dans la consanguinité par stratégie politique, une civilisation en avait fait une norme sacrée, l'Égypte antique. Chez les pharaons, le sang royal n'était pas seulement un symbole de pouvoir, il était perçu comme une manifestation même du divin sur terre. Ainsi, pour conserver intact ce sang prétendument sacré, les souverains n'hésitaient pas à contracter des mariages entre frères et sœurs, perpétuant une pratique que le commun des mortels aurait jugée impensable. Cette tradition atteint son paroxysme sous la dynastie des Ptolémées, des souverains d'origine grecque, installés sur le trône d'Égypte après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Souhaitant légitimer leur domination étrangère, aux yeux du peuple égyptien, ils adoptèrent les coutumes locales, et notamment celle du mariage intrafamilial. Au fil des générations, cette pratique devint une règle presque incontournable. Un pharaon devait épouser sa sœur pour maintenir la pureté de la lignée divine et renforcer sa légitimité religieuse. Le cas de Cléopâtre VII illustre parfaitement ce système. La célèbre reine, dernière souveraine de la dynastie ptolémaïque, épousa successivement deux de ses frères, Ptolémée XIII puis Ptolémée XIV. Ces unions purement politiques visaient à consolider son pouvoir et à respecter les traditions ancestrales. Cependant, les alliances furent marquées par des luttes intestines violentes. Cléopâtre se brouilla avec son premier frère époux, déclenchant une guerre civile qui se solda par la mort tragique de Ptolémée XIII. Avec son second frère, l'alliance fut tout aussi éphémère, Cléopâtre prenant rapidement seul le contrôle du trône. Mais Cléopâtre n'était pas une exception. Tout au long des 3 siècles de règne ptolémaïque, cette consanguinité fut systématique. Le roi Ptolémée II, Philadelphe, épousa sa sœur Arsinoé II, affirmant ainsi un modèle dynastique qui allait être repris par ses successeurs. Le surnom Philadelphe, signifiant « qui aime sa sœur », témoigne d'ailleurs de la normalisation publique de cette pratique au sein de la cour. Derrière cette apparente continuité divine, pourtant, se dessinaient des failles invisibles. Les sources antiques, peu portées sur l'analyse médicale, n'ont laissé que peu d'indices directs sur la santé biologique des souverains ptolémaïques. Aucun document précis ne décrit des malformations héréditaires évidentes, mais les incessantes luttes de succession, les rivalités fratricides et l'instabilité chronique qui marquèrent la fin de la dynastie laissent penser que ce repli génétique, associé aux tensions politiques, fragilisa profondément la maison ptolémaïque. Lorsque Rome étendit son influence sur l'Égypte, la dynastie déjà affaiblie ne put opposer qu'une résistance fragmentée. Le suicide de Cléopâtre et la conquête romaine scellèrent l'effondrement définitif de ce royaume qui avait pourtant voulu s'ancrer dans l'éternité par le sang. En voulant se préserver du monde extérieur, les Ptolémées avaient sans en avoir conscience miné les fondations mêmes de leur puissance.
Parmi toutes les dynasties royales d'Europe, les Habsbourg d'Espagne incarnent peut-être le plus tragique exemple de ce que la consanguinité peut produire lorsqu'elle est poursuivie de manière systématique. Au fil des générations, pour maintenir le pouvoir au sein de la famille, les rois d'Espagne n'ont cessé de contracter des mariages entre proches parents, cousins, oncles et nièces, voire double cousins. Ce choix politique, fait au nom de la stabilité dynastique, a abouti à un appauvrissement génétique dramatique, dont l'exemple le plus célèbre reste, comme on l'a vu en introduction, Charles II, dernier roi Habsbourg d'Espagne. Mais Charles II n'était pas un accident isolé, il était le fruit logique d'une politique familiale menée depuis près de 2 siècles. Son arrière-grand-père, Philippe II, avait épousé sa propre nièce. Son grand-père, Philippe III, avait également choisi une épouse très proche généalogiquement. Et son père, Philippe IV, avait épousé sa nièce, renforçant encore un arbre généalogique déjà déformé par les croisements intrafamiliaux. Résultat, Charles II possédait un coefficient de consanguinité supérieur à 25%, équivalent à celui d'un enfant issu d'un frère et d'une sœur. À sa naissance en 1661, les signes d'alerte étaient déjà présents. L'enfant était fragile, de santé chancelante, et tarda à marcher, à parler, à accomplir les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Devenu adulte, ses caractéristiques physiques trahissaient son héritage génétique, une mâchoire proéminente empêchant de mâcher normalement, un corps chétif, une infertilité absolue et un retard intellectuel marqué. Dans une Espagne profondément religieuse, beaucoup interprétèrent son état comme le signe d'un ensorcellement. Mais derrière les superstitions, c'est une vérité biologique cruelle qui se cachait. Charles II était tout simplement l'ultime maillon affaibli d'une lignée qui avait trop longtemps ignoré les lois naturelles. Incapable de gouverner seul, manipulé par des factions rivales au sein de la cour, Charles II passa son règne dans l'ombre, tandis que le prestige de l'Espagne déclinait inexorablement. Sa mort survenue en 1700, sans héritier, déclencha l'une des plus grandes crises politiques de l'époque moderne, la guerre de succession d'Espagne. 2 grandes puissances, la France de Louis XIV et l'Empire d'Autriche, se disputèrent l'héritage espagnol, plongeant l'Europe entière dans un conflit sanglant qui redessina durablement l'équilibre des forces. À l'issue de ce conflit, par les traités d'Utrecht et de Rastatt, l'Espagne perdit la majeure partie de ses possessions européennes, dont la Belgique espagnole, le duché de Milan et Naples, au profit des Habsbourg d'Autriche. Quant au trône d'Espagne, il passa à Philippe V, petit-fils de Louis XIV, inaugurant la dynastie des Bourbons d'Espagne. Ainsi, l'histoire des Habsbourg d'Espagne illustre de manière spectaculaire comment une politique dynastique basée sur l'obsession de pureté peut conduire à l'effondrement non seulement d'une lignée, mais d'un empire tout entier. En voulant préserver jalousement leur sang, les Habsbourg espagnols avaient sans le savoir miné les fondations mêmes de leur pouvoir. Lorsqu'on évoque la monarchie britannique, l'image qui vient à l'esprit est celle d'une lignée stable, robuste, ayant traversé les siècles sans faillir. Pourtant, derrière le faste des couronnes et des palais, la consanguinité a laissé son empreinte, plus discrète que dans d'autres dynasties, mais non moins lourde de conséquences. L'exemple le plus célèbre est celui de la reine Victoria, surnommée à juste titre la grand-mère de l'Europe. Née en 1819, Victoria a vu ses enfants et petits-enfants épouser les membres des plus grandes familles royales du continent, les Romanov en Russie, les Hohenzollern en Allemagne, les Bourbons en Espagne. À travers ces mariages stratégiques, elle a tissé un réseau impressionnant d'alliances, mais a aussi involontairement propagé une maladie héréditaire, l'hémophilie. L'hémophilie est un trouble génétique rare qui affecte la coagulation du sang. Un individu atteint d'hémophilie peut saigner abondamment à la moindre blessure et souffrir d'hémorragies internes, parfois mortelles, sans raison apparente. La maladie est liée au chromosome X, les femmes en sont généralement porteuses, sans être malades, tandis que les hommes, n'ayant qu'un seul chromosome X, développent pleinement la maladie s'ils héritent du gène défectueux. Victoria elle-même était probablement porteuse du gène, bien qu'aucun cas n'ait été observé dans sa lignée directe avant elle. Par ses alliances, ce gène silencieux se répandit dans les plus hautes sphères européennes. Sa fille Alice transmit l'hémophilie à sa propre fille, Alexandra Féodorovna, future épouse de Nicolas II de Russie.
Le tsarévitch Alexandre Romanov, dernier héritier du trône impérial russe, fut hémophile, un facteur qui va fragiliser dramatiquement la dynastie à l'aube de la Révolution. Mais la Russie ne fut pas la seule touchée. En Espagne, Alphonse XIII transmit la maladie à plusieurs de ses enfants, affaiblissant sa propre lignée au moment où l'Espagne basculait vers l'instabilité politique. En Allemagne, certaines branches des Hohenzollern portèrent également la mutation, bien que moins gravement atteinte. Ce phénomène montre que la consanguinité, même modérée, peut produire des effets dévastateurs si elle s'accompagne de la transmission d'une mutation génétique grave. La monarchie britannique n'a jamais pratiqué des mariages frères-sœurs comme dans l'Égypte ptolémaïque, ni un enfermement généalogique aussi extrême que celui des Habsbourg. Mais l'accumulation progressive d'alliances familiales proches a suffi à disséminer silencieusement une faiblesse héréditaire sur tout un continent. L'histoire de Victoria et de ses descendants illustre une réalité implacable. Il ne suffit pas d'éviter les mariages entre frères et sœurs pour échapper aux lois de la génétique. Quand le sang circule trop souvent dans les mêmes cercles, même au rythme lent des générations, le risque s'installe, s'insinue et finit par transformer des lignées puissantes en dynasties fragiles. Si l'on pense d'abord aux Habsbourg lorsqu'il est question de consanguinité royale, d'autres dynasties européennes furent également concernées de manière plus discrète, mais non moins réelle. Parmi elles, la maison des Bourbons qui régna sur la France, l'Espagne et Naples illustre ce phénomène de manière subtile, presque insidieuse. Sous l'Ancien Régime, la consanguinité au sein des Bourbons n'était pas aussi extrême que chez les Habsbourg d'Espagne. Il n'était pas question de mariage entre oncles et nièces systématiques, ni de coefficients génétiques records. Mais l'accumulation de mariages entre cousins proches, génération après génération, a progressivement tissé un réseau familial étroit, réduisant peu à peu la diversité génétique de la dynastie. Louis XIV, le roi Soleil, donna lui-même l'exemple. Pour consolider ses alliances européennes, il maria ses enfants légitimes et légitimés à des cousines ou à d'autres membres de la haute noblesse étroitement apparentés aux Bourbons. Son propre petit-fils, Louis, duc de Bourgogne, épousa Marie-Adélaïde de Savoie, elle-même issue d'une lignée alliée aux Bourbons. Au départ, les effets furent peu visibles, mais à la fin du XVIIIe siècle, certains signes commencèrent à émerger, et peut-être d'ailleurs chez Louis XVI, arrière-petit-fils de Louis XIV, qui certes n'était pas un enfant fragile au sens physique, mais possédait tout de même un tempérament réservé et lent et peu énergique. Ce qui est certain, c'est qu'à l'âge adulte, il rencontra des difficultés d'ordre intime. Il aurait en effet souffert d'un phimosis, une affection anatomique qui compliqua l'accomplissement de son mariage avec Marie-Antoinette et retarda la naissance d'un héritier. Même si ce problème n'est pas attribuable forcément à la consanguinité et relève sans doute d'une anomalie isolée, sans lien avec sa lignée, cette malformation anatomique retarda considérablement la naissance d'un héritier avec Marie-Antoinette. Des rumeurs sur son incapacité à consommer le mariage circulèrent ainsi pendant plusieurs années à la cour, jetant une ombre sur sa légitimité. Dans les branches secondaires, comme les Bourbons de Naples ou les Bourbons de Parme, la situation était parfois plus préoccupante. On observe des taux élevés de mortalité infantile, des cas de maladies chroniques et des héritiers présentant des faiblesses physiques notables. Ferdinand Ier des Deux Siciles, descendant direct des Bourbons de Naples, souffrait par exemple d'un retard intellectuel modéré et montra toute sa vie des signes de comportement instable. Ce processus est typique des effets de la consanguinité modérée. Il n'y a pas d'effondrement brutal, pas de symptômes spectaculaires dès la première génération. Au contraire, la fragilisation est progressive, imperceptible, d'une naissance à l'autre, mais cumulative. À force de resserrer les alliances dans un cercle toujours plus restreint, les dynasties s'exposaient à un affaiblissement lent mais inexorable. La monarchie bourbonienne, malgré son apparente splendeur sous Louis XIV, portait donc déjà en elle les germes de son propre déclin biologique. Fragilisée de l'intérieur, elle se retrouva mal armée face aux bouleversements politiques et sociaux qui allaient ébranler l'Europe au tournant du XIXe siècle. Ainsi, la consanguinité agit souvent comme une main invisible, elle travaille en silence, affaiblit sans bruit, jusqu'à ce que les circonstances historiques extérieures viennent révéler des failles trop longtemps ignorées.
La consanguinité n'est pas un phénomène réservé au trône doré et aux cours européennes. Partout où des groupes humains se sont trouvés isolés, réduits en nombre et séparés du reste du monde, ces effets se sont fait sentir avec la même implacable logique biologique. Un des cas les plus emblématiques est celui des îles Pitcairn, perdues dans l'immensité du Pacifique. À la fin du XVIIIe siècle, une poignée de mutins du célèbre navire Bounty, accompagnés de quelques Tahitiennes, s'y installèrent pour échapper à la justice britannique. La communauté, composée à l'origine de moins de 30 personnes, évolua pendant des décennies sans apport extérieur significatif. Résultat, au fil des générations, l'endogamie imposée par l'isolement entraîna l'apparition de troubles génétiques sévères, notamment une augmentation marquée de certaines maladies héréditaires, de troubles psychiatriques et de déficiences immunitaires. Les témoignages historiques rapportent aussi un taux de mortalité infantile anormalement élevé au XIXe siècle, reflet direct de la consanguinité prolongée. Et ce phénomène n'est pas unique. En Europe, certaines vallées montagneuses, difficilement accessibles pendant des siècles, ont montré des signes similaires. En Suisse notamment, dans certaines régions reculées des Alpes, des études ont mis en évidence des fréquences anormalement élevées de maladies génétiques rares, comme certaines formes de surdité héréditaire ou d'ataxie neurologique. De même, dans des villages isolés d'Espagne, en Cantabrie ou en Aragon, les unions répétées entre cousins ont favorisé l'émergence de troubles récessifs, parfois concentrés dans une poignée de familles. D'autres exemples célèbres incluent les Amish de Pennsylvanie. Ce groupe, issu d'une petite population fondatrice européenne du XVIIIe siècle, vit volontairement en autarcie culturelle et génétique. Chez eux, certaines maladies rares, comme le syndrome d'Ellis von Creveld, provoquant des anomalies osseuses et cardiaques, présentent des taux d'incidence jusqu'à 100 fois supérieurs à ceux du reste de la population américaine. Des phénomènes analogues ont été observés dans certaines communautés juives isolées, notamment chez les Ashkénazes d'Europe de l'Est. Là encore, un isolement partiel dû à des persécutions extérieures et une endogamie culturelle ont contribué à la transmission de certaines maladies génétiques spécifiques, comme la maladie de Tay-Sachs. Cette maladie rare, mortelle chez les jeunes enfants, empêche la dégradation de certaines substances dans le cerveau, entraînant rapidement paralysie, cécité et décès précoces. Ces exemples montrent que la consanguinité n'est pas un accident réservé aux têtes couronnées. C'est une loi biologique universelle dans toute communauté humaine fermée, privée de brassage génétique suffisant. Le patrimoine héréditaire finit ainsi par s'appauvrir et les mutations silencieuses, jusqu'alors sans conséquence, émergent sous des formes visibles et souvent tragiques. Pendant des siècles, les souverains d'Europe et d'ailleurs se sont livrés à des mariages consanguins sans comprendre les risques cachés. Aujourd'hui, grâce aux immenses avancées de la génétique moderne, nous avons enfin les moyens de briser ces cercles vicieux qui autrefois condamnaient dynasties et peuples sans le savoir. La science a révélé ce que l'intuition seule ne permettait pas de deviner. Sous une apparente normalité familiale, des mutations silencieuses peuvent se transmettre de génération en génération. Lorsque deux porteurs sains d'une même mutation génétique s'unissent, le risque pour leur enfant d'hériter de maladies graves devient réel et mesurable. Dans certaines régions du monde, où les mariages entre cousins restent culturellement fréquents, la génétique est devenue un outil de prévention essentiel. En Arabie Saoudite, par exemple, des tests prénuptiaux obligatoires sont imposés aux futurs mariés. Ces analyses visent à détecter des mutations responsables de maladies héréditaires comme la drépanocytose ou la thalassémie, conditions graves beaucoup plus fréquentes en cas d'union consanguine. Si un risque est détecté, les couples reçoivent des conseils médicaux, voire sont découragés de se marier, même si légalement rien ne leur est imposé. En Inde, où les mariages intracommunautaires ou intracastes sont encore la norme dans de nombreuses régions, plusieurs États ont lancé des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la consanguinité. Des ONG locales organisent des dépistages gratuits dans les zones rurales, cherchant à prévenir les cas de handicap lourds et les maladies génétiques rares. Dans certaines communautés juives ashkénazes, une approche proactive a été développée dès le milieu du XXe siècle. Des programmes
comme Dor Yeshorim, proposent aux jeunes couples des tests anonymes de compatibilité génétique avant le mariage, pour éviter la transmission de maladies héréditaires graves comme Tay-Sachs ou la mucoviscidose. Ici encore, l'objectif n'est pas d'imposer un choix, mais d'éclairer les décisions personnelles à la lumière de la science. La génétique moderne ne se limite pas au dépistage prénuptial. Le séquençage de l'ADN, aujourd'hui accessible pour quelques centaines d'euros, permet de cartographier avec précision les risques potentiels au sein d'une lignée familiale. Des conseils génétiques spécialisés, offerts dans de nombreux pays, permettent aux couples à risque d'envisager des solutions adaptées comme le diagnostic réimplantatoire ou l'adoption. À travers ces outils, c'est un véritable bouleversement qui s'opère. Là où les rois et les reines du passé devaient naviguer à l'aveugle dans l'univers génétique, nous disposons désormais de lampes puissantes pour éclairer notre chemin. Ce que les souverains d'hier ignoraient, la science d'aujourd'hui nous permet non seulement de le comprendre, mais aussi de l'anticiper et de le prévenir. Depuis l'Antiquité, les sociétés humaines ont compris, souvent de manière empirique, qu'un excès de proximité entre époux pouvait conduire à des catastrophes invisibles. Face au danger de la consanguinité, elles ont peu à peu encadré le sang par la loi, érigeant des barrières matrimoniales que le simple instinct de survie recommandait, bien avant que la science ne puisse en expliquer les raisons. Chez les Grecs anciens, le mariage entre frères et sœurs était interdit, sauf dans des cas très particuliers, comme chez certaines dynasties royales mythiques ou exceptionnelles. Dans la Grèce classique, la norme était claire. L'union devait chercher à allier les familles, non à les renfermer sur elles-mêmes. Les Romains adoptèrent également des interdits stricts. Le mariage entre ascendants et descendants, entre frères et sœurs, mais aussi entre oncles et nièces, fut interdit par la loi romaine. Ces prescriptions légales s'inscrivaient dans une vision pragmatique de la société. Il fallait élargir les alliances, renforcer le tissu social, éviter l'effondrement biologique et politique des grandes familles. Au Moyen-Âge, c'est l'Église catholique qui porta l'effort de réglementation à son paroxysme, soucieux de contrôler la société par le biais des unions matrimoniales, mais aussi guidé par une certaine intuition des risques liés à la proximité familiale. L'Église interdit les mariages jusqu'au 7e degré de parenté, soit des liens aussi lointains que ceux entre arrière-grands-parents communs. Cette règle extrêmement stricte fut en vigueur pendant plusieurs siècles, même si des dispenses papales pouvaient être accordées, notamment pour les familles royales cherchant à préserver leur pouvoir. Peu à peu, face aux difficultés pratiques et au rétrécissement des cercles de mariage possibles, l'Église assouplit ses interdictions. À partir du XIIIe siècle, la limite fut ramenée au 4e degré, soit cousin germain. Même ainsi, le message restait clair. Éviter la trop grande proximité génétique était devenue une norme culturelle, politique et religieuse. Aujourd'hui, dans la plupart des États modernes, les interdits matrimoniaux ont été codifiés sur des bases scientifiques solides. Le mariage entre parents du 1er degré, entre frères et sœurs, entre parents et enfants est universellement interdit, tant pour des raisons morales que biologiques. Dans certains pays, comme plusieurs États américains, le mariage entre cousins germains est également limité ou interdit, tandis qu'ailleurs, il est permis, mais encadré par des règles de dépistage génétique. Lorsqu'on évoque la consanguinité, l'esprit se tourne spontanément vers les cas les plus spectaculaires, mâchoire déformée, troubles cognitifs flagrants, infirmités visibles. Pourtant, ces conséquences les plus insidieuses sont souvent invisibles à l'œil nu. La consanguinité prolongée agit d'abord en silence, fragilisant peu à peu la vitalité d'une lignée sans provoquer de symptômes éclatants, jusqu'au moment où la vulnérabilité devient impossible à ignorer. Parmi les premiers effets discrets, la stérilité partielle est une réalité bien documentée. En réduisant la diversité génétique, les unions consanguines favorisent l'expression de mutations affectant la fertilité, rendant la transmission de l'héritage biologique plus incertaine. À cela s'ajoute une baisse globale de l'immunité, les systèmes immunitaires deviennent moins performants face aux infections, un phénomène particulièrement redoutable dans des sociétés où les épidémies étaient monnaie courante.
Les populations ayant connu une forte endogamie montrent également une vulnérabilité accrue aux maladies infectieuses, un facteur qui a pu jouer un rôle silencieux mais décisif dans l'effondrement de certaines dynasties. À long terme, des troubles neurologiques ou métaboliques peuvent également apparaître, rendant les descendants plus sensibles à des affections dégénératives. La génétique moderne a permis de relier ces faiblesses à des mutations précises. Par exemple, la mucoviscidose, maladie récessive grave, affecte les poumons et le système digestif en épaississant les sécrétions, rendant la respiration difficile et favorisant les infections chroniques. La dystrophie musculaire, quant à elle, affaiblit progressivement les muscles, limitant l'autonomie physique et réduisant considérablement l'espérance de vie. D'autres troubles, comme certaines formes de retard mental, apparaissent également avec une fréquence accrue lorsque des mutations récessives similaires se croisent par hasard dans une lignée consanguine. Les familles royales européennes ont longtemps cherché à préserver la pureté de leur sang, convaincues que l'isolement généalogique garantissait leur supériorité politique et spirituelle. En réalité, sans le savoir, elles accumulaient lentement des mutations délétères au sein de leur lignée. La plupart du temps, ces failles restaient invisibles pendant quelques générations, masquées par la vigueur apparente de l'aristocratie. Mais au fil des siècles, ces faiblesses silencieuses se sont amplifiées jusqu'à éclater au grand jour sous la forme de rois stériles, de princes maladifs ou d'héritiers prématurément décédés. La tragédie de la consanguinité est justement là. Son œuvre est progressive, insidieuse et cumulative. Chaque mariage consanguin augmente légèrement le risque. Chaque génération scelle un peu plus le destin biologique de la lignée. Et lorsque les premiers signes deviennent visibles, il est souvent déjà trop tard pour inverser la pente. Dans les coulisses silencieuses des zoos et des réserves naturelles, un combat discret mais vital se joue chaque jour. Préserver les espèces menacées, sans pour autant tomber dans le piège de la consanguinité. Le paradoxe est cruel. Pour sauver certains animaux de l'extinction, il faut parfois repartir de très peu d'individus. Mais en réduisant ainsi la diversité génétique, on fait naître une autre menace, plus lente, mais tout aussi redoutable. Et pour cause, la consanguinité n'est pas une exclusivité humaine. Dans le monde animal, elle agit avec la même logique. Moins il y a de diversité dans le patrimoine génétique d'une espèce, plus elle devient vulnérable. Un manque de brassage augmente les risques de malformations, de maladies héréditaires et de déficiences immunitaires. Et dans un environnement changeant, un patrimoine appauvri laisse peu de marge d'adaptation. Le guépard est l'un des exemples les plus frappants. Il y a environ 10 000 ans, cette espèce aurait traversé un goulot d'étranglement génétique, une crise qui a drastiquement réduit sa population. Résultat, tous les guépards actuels sont presque génétiquement identiques. Ils présentent une faible variabilité immunitaire, une fertilité réduite et une grande sensibilité aux maladies infectieuses. Même dans les parcs protégés, leur survie reste un défi biologique constant. Le cas du condor de Californie illustre une autre facette du problème. Dans les années 1980, il ne restait que 27 individus. Grâce à un programme de reproduction en captivité, l'espèce a été sauvée, mais au prix d'une extrême homogénéité génétique. Aujourd'hui encore, les biologistes surveillent attentivement l'apparition de troubles héréditaires, comme les malformations du bec ou des os, qui fragilisent cette renaissance. Les lions d'Asie, quant à eux, ont été réduits à une poignée d'individus au XXe siècle. Tous les spécimens vivant aujourd'hui dans la réserve de Gir en Inde descendent de ce petit groupe fondateur. Les chercheurs observent une sensibilité accrue aux maladies de peau, des problèmes de reproduction et une uniformité génétique inquiétante face à toute future épidémie. Face à ces défis, les spécialistes de la conservation ont développé des techniques pointues. Gestion rigoureuse des pédigrés, échange d'individus entre zoos internationaux, insémination artificielle contrôlée, voire projet de réintroduction croisée avec des sous-populations plus diversifiées. Chaque accouplement devient une décision scientifique destinée à préserver ce qui reste de variabilité génétique. Mais au-delà du monde animal, ces exemples sonnent comme un avertissement pour nous-mêmes. Car ce que les guépards, les condors ou les lions d'Asie révèlent, c'est une vérité fondamentale. La diversité génétique est un pilier silencieux de la survie. Sans elle, même les espèces les plus anciennes, les plus nobles, les plus puissantes, finissent par vaciller.
L'histoire des dynasties humaines l'a déjà prouvé. Aujourd'hui, ce sont les biologistes de terrain, dans les zoos et les réserves, qui en mesurent chaque jour les conséquences. Et leur combat discret, mais acharné, nous rappelle une leçon simple, mais universelle. Préserver la vie, c'est aussi préserver le mélange. La consanguinité ne hante pas seulement les arbres généalogiques des familles royales ou les bases de données des biologistes. Elle occupe aussi une place particulière dans l'imaginaire collectif, souvent associé à la décadence, à la folie ou à la malédiction héréditaire. Depuis la littérature gothique jusqu'aux grandes séries modernes, la fiction a fait de la consanguinité un symbole de l'enfermement, de l'orgueil généalogique et de ses conséquences fatales. L'exemple le plus emblématique pour le grand public contemporain reste celui de la maison Targaryen dans la série Game of Thrones et les romans de George R.R. Martin. Inspiré par plusieurs dynasties historiques, notamment par les Ptolémées d'Égypte, cette lignée de souverains fabuleux pratique l'inceste rituel, mariage entre frères et sœurs ou entre oncles et nièces, pour préserver la pureté du sang des dragons. Mais au fil des générations, le mythe de cette pureté devient un fardeau. Des héritiers instables, des comportements violents, des faiblesses psychologiques apparaissent. Autant d'effets que la fiction relie implicitement à une consanguinité prolongée. L'auteur, bien que dans un univers imaginaire, reprend ici une logique réelle. Trop de croisements entre les mêmes gènes peuvent fragiliser une lignée, même en haut du trône. La littérature gothique, depuis le XIXe siècle, a elle aussi exploité cette image. Des auteurs comme Edgar Allan Poe ou H.P. Lovecraft ont souvent décrit des familles recluses, vivant dans d'anciens manoirs où la folie, les malformations ou la décadence morale semblent se transmettre de génération en génération. Dans La chute de la maison Usher, Poe décrit un frère et une sœur enfermés dans une demeure décrépite, liés par un sang qui semble les condamner à une fin commune. Chez Lovecraft, les lignées consanguines sont souvent associées à des mutations inquiétantes, des dégénérescences physiques ou des pertes de repères mentaux. Même au cinéma, certains films ont repris ce motif, parfois de manière plus allusive. Dans Crimson Peak de Guillermo del Toro, l'inceste et le secret génétique deviennent des éléments centraux d'un récit de décadence aristocratique. La consanguinité y est moins évoquée pour son effet biologique que comme symptôme d'un isolement social et moral. Ces représentations sont bien sûr des amplifications fictionnelles destinées à frapper l'imaginaire. Mais elles s'appuient toutes sur une intuition partagée. À force de repli sur soi, de refus du mélange, une lignée peut se condamner à elle-même. Ce que la science explique aujourd'hui par des mutations récessives et la perte de diversité génétique, la fiction l'a longtemps suggéré à travers des images fortes, folie héréditaire, enfants faibles, dynastie maudite. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Également, vous avez la possibilité de faire un don via la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci de YouTube. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt, ou bien à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.